Nous avons vu comment la juridiction internationale est attribuée, son étendue et son objet, l'exercice du pouvoir juridictionnel et les conditions de recevabilité. Il nous faut regarder maintenant section 2, le procès international, la procédure. Le procès international est l'ensemble des instances auxquelles donne lieu un différend. L'élément essentiel dans le droit du procès est donc l'instance avec ses règles, et on sépare artificiellement par commodité de l'instance la question particulière de la preuve et des règles de preuve. Ce sont les deux éléments auxquels on s'attachera successivement. Paragraphe premier, l'instance. Donc cette phase du procès qu'à l'instance doit être délimitée avant de voir quels sont les principes qui s'appliquent et ensuite les incidents qui peuvent altérer le cours ordinaire d'une instance. Quant à la délimitation de l'instance, l'introduction de l'instance est le résultat du concours de deux actes. Un acte des parties qui a pour objet d'introduire l'instance, qui tend à introduire l'instance, c'est ce qu'on appelle l'acte introductif de l'instance, et puis un deuxième acte qui est en général une simple formalité administrative, qui est l'enregistrement, en quelque sorte, de cet acte introductif d'instance, par lequel la juridiction donne acte à celui qui l'a saisi, qu'elle reçoit cette saisine. Donc c'est un acte de type administratif qui permettra ensuite l'organisation du procès. L'acte introductif d'instance peut être une requête d'une partie ou une requête conjointe de deux parties, ou lorsque la juridiction résulte d'un compromis, il peut s'agir de la notification du compromis. Il peut s'agir aussi du compromis lui-même lorsque le compromis désigne déjà quels sont les arbitres, compose lui-même le tribunal. Donc, à partir de ce moment-là, on considère, peut-être artificiellement, que le tribunal est saisi par le compromis lui-même et non pas par sa notification. Dans tous les cas, le tribunal donne acte lors de sa première réunion du fait qu'il est saisi de l'affaire. Voilà, on est dans le domaine d'une pure formalité, sauf dans les hypothèses où, pour des raisons différentes, les textes spéciaux prévoient un contrôle de l'enregistrement de la requête, un contrôle antérieur au procès proprement dit. On peut en citer deux exemples. L'article 36, paragraphe 3 de la Convention de Washington, qui crée le CIRDI dans le domaine de l'investissement, qui permet au secrétaire général du CIRDI de refuser l'enregistrement d'une affaire s'il apparaît qu'elle ne relève manifestement pas de la compétence du centre. Voilà, donc ici, l'enregistrement de l'affaire est aussi un système, est aussi un filtre pour donc un examen, un premier examen très très préliminaire qui est opéré. Alors qu'en principe, il n'y a pas de tels examens lors de l'enregistrement de l'affaire. Une autre exception est celle qui se rapporte au procès pénal, à raison des enjeux et des garanties qui devraient l'accompagner. À la fin de l'enquête, la procédure juridictionnelle proprement dite ne peut commencer que si une formation de la Cour pénale internationale elle-même confirme les charges du procureur. Donc il y a un examen du sérieux de la prétention du procureur contre la personne mise en cause, et cet examen préliminaire du sérieux des charges aboutit à leur rejet ou à leur confirmation, et dans les limites de cette confirmation, des charges qui sont effectivement confirmées par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, le procès proprement dit va pouvoir commencer ainsi délimité. Mais ce sont des exceptions. Normalement, l'instance, l'enregistrement est une simple formalité. Les
L'objet de l'instance est quant à lui défini par les trois éléments classiques que sont les personnes, la demande et la cause. Les personnes, c'est-à-dire les parties, et l'identification des parties résulte de l'acte introductif d'instance, même si, nous le verrons, des incidents peuvent altérer le nombre initial des parties. La demande, qu'on appelle aussi le petitum, ce qui est demandé, figure en pratique à la fin des mémoires, à la fin des écritures des parties, sous forme d'alinéa identifié, généralement précédé de la mention par ses motifs, et c'est ce qui est effectivement demandé à la juridiction et ce qui va lier la juridiction, et c'est notamment par rapport à ces demandes qu'on appréciera si elle a exercé son pouvoir dans les limites du mandat qui lui était conféré, ou si elle a excédé ses pouvoirs, si elle est allée ultra petita, c'est-à-dire au-delà des demandes qui étaient formulées. Ces demandes peuvent cependant, et sont présentées dans les Écritures, dès les premières Écritures, elles peuvent néanmoins évoluer en cours d'instance, ce qui pose le problème de la recevabilité des nouvelles demandes tardives par rapport à leur première représentation. Est-ce que des demandes tardives sont recevables? Le principe est que c'est aux parties d'apprécier. Si la partie qui subit la modification accepte la modification, alors la juridiction, dans le respect de l'égalité des parties et du contradictoire, va permettre la modification. Si en revanche il y a des objections, il faudra apprécier s'il y a une justification pour cette modification. Et s'il y a une justification, la juridiction pourra accepter la recevabilité dans le respect de l'égalité des parties et du contradictoire. Autrement, elle devra écarter les conclusions tardives qui auraient comme seul effet d'altérer le cours ordinaire de l'instance, donc en l'absence de justification pour leur présentation tardive. Les parties, les demandes, et puis la cause, la causa petendi, c'est-à-dire les moyens de droit et de fait sur lesquels se basent les demandes des parties. Ces moyens lient la juridiction, mais cette fois-ci de façon différente, car en particulier on peut comprendre qu'une juridiction ne soit pas obligée à répondre à tous les aspects d'une argumentation du parti du moment où elle répond à l'ensemble des prétentions. Puis la question de la modification des moyens est évidemment plus subtile, car par définition, si le procès continue, s'il y a plusieurs échanges d'écriture, s'il y a des audiences, c'est pour améliorer une argumentation. Donc une argumentation, par définition, n'est pas figée. Autrement, il y aurait un seul échange d'écriture, il n'y aurait pas plusieurs éléments de la procédure. En même temps, on ne peut pas changer l'argumentation et altérer l'égalité des parties et le contradictoire. Il faut donc que la juridiction vérifie si on est dans une évolution de l'argumentation ou de la présentation de moyens tardifs altérant l'égalité des parties. Auquel cas, si ils sont présentés tardivement, que la présentation tardive a fait l'objet d'une objection et que rien ne justifie ce retard, alors, dans cette hypothèse, ils seront écartés. L'instance ainsi délimitée, elle est gouvernée par quelques principes généraux. Grand B, les principes applicables à l'instance. Le premier des principes qui gouverne l'instance est la liberté de la représentation. Dans le procès international, les parties se font assister ou se font représenter par les mandataires de leur choix. En général, dans le cas des États, on les appelle des agents de l'État, et le plus souvent, l'agent de l'État est un fonctionnaire de l'État dans le contentieux interétatique, assisté ensuite de conseils, d'avocats,
Dans le contentieux de l'investissement, en revanche, le plus souvent, c'est des avocats qui représentent directement l'État. Ce qui importe au-delà des pratiques, c'est de savoir que le principe est la liberté complète de la représentation. Il n'y a pas un ordre international des avocats, comme il peut y avoir des ordres des avocats dans les différents systèmes juridiques. Dans le procès international, on choisit librement le représentant. Il n'a pas à être avocat. Alors évidemment, il y a des exceptions variables. Il y a une liste d'avocats pour la Cour pénale internationale. Pour d'autres juridictions, comme la Cour européenne des droits de l'homme, il y a l'obligation de passer par une personne qui a la qualité d'avocat dans un des États membres, sachant que, là encore, même devant la Cour européenne des droits de l'homme, le président de la Chambre pourra accorder des dérogations pour d'autres représentants. Mais ce sont des exceptions. Le principe est la liberté de la représentation. Le deuxième grand principe de l'instance, c'est le principe du contradictoire. Audi et altera pars, il faut entendre aussi l'autre partie, ce qui veut dire que les arguments d'une partie vont être soumis à l'autre partie qui doit pouvoir répondre. À chaque écriture de l'autre partie doit pouvoir répondre, et de façon à ce que tous les éléments du procès soient soumis à l'appréciation de l'autre partie, à la contradiction. La contradiction est assurée par les parties. La juridiction se limite à arbitrer cette contradiction. Elle ne se substitue pas aux parties. La seule limite est l'hypothèse du défaut. Si une partie ne se présente pas. Dans cette hypothèse, la partie qui ne se présente pas est réputée conclure à l'incompétence de la juridiction, à l'irrecevabilité de la demande et à son mal-fondé. Il appartient donc à la juridiction de soulever d'office tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité et de fond dont elle a connaissance et qui auraient pu être soulevés par l'autre partie. Et elle doit donc imaginer, en quelque sorte, la contradiction qui ne se déroule pas devant elle parce qu'une partie fait défaut. Le défaut n'empêche pas la procédure de continuer, mais la juridiction doit soulever d'office les éléments qui peuvent apporter la contradiction à la partie qui est représentée. Le contradictoire est complété par le principe de l'égalité des parties, qu'on appelle parfois l'égalité des armes, ce qui veut dire que non seulement sous l'angle formel, chaque partie doit avoir la possibilité de répondre, mais il faut aussi qu'elle soit traitée d'une façon comparable, ou du moins équitable au regard des circonstances. Si on accorde 3 heures aux audiences à une partie, il faut qu'on ne peut pas accorder 3 minutes à l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Cet équilibre, bien sûr, la juridiction en est le gardien. Et bien sûr, il y a des appréciations suivant les faits et une marge d'appréciation qui est laissée à la juridiction. Mais dans cette marge d'appréciation, elle doit faire en sorte que les deux parties soient traitées sur un pied d'égalité. On allègue parfois l'existence d'un quatrième principe général gouvernant l'instance, et qui serait le principe de la publicité des débats. Il est difficile de reconnaître l'existence de ce principe en droit international. En réalité, le droit international est gouverné, pour cette question, par une série de dispositions spéciales. Ces dispositions spéciales hésitent entre deux excès, disons, deux cas, disons, deux extrémités. La publicité maximale, qui est le cas de la Cour internationale de justice, où tous les actes sont publics, on a accès à tous les éléments de la procédure, et très facilement, et aux audiences, bien entendu, et d'autre part, les arbitrages ad hoc
qui sont gouvernés par le principe de la confidentialité. On n'a accès à rien, sauf si les parties s'entendent pour diffuser l'information. Entre ces deux pratiques, ces deux situations, il y a une infinité, enfin, une pluralité de textes spéciaux avec des variantes. La seule chose qu'on peut constater est que la pratique actuelle, l'orientation générale, même dans l'arbitrage, est celui de tendre à la publication des décisions et à la publicité des pièces. Il y a des écritures, il y a une tendance à la publicité, une pratique favorable à la publicité. Mais sous l'angle du droit, il est difficile de conclure à la généralité d'un principe de la publicité des débats.